Je voulais quand même rebondir sur deux aspects de l'intervention de Marion qui m'ont... Enfin, tout était très intéressant, évidemment, mais deux aspects que j'ai pas du tout abordés. Deux aspects que j'ai pas du tout abordés dans mon introduction et qui m'ont semblé intéressants dans le sens que ça alimente le débat, en tout cas la réflexion. Effectivement, l'apport de la réforme du 10 septembre 2018, c'est-à-dire le nouvel article L714-1, qui a été ajouté dans la loi au cours des débats parlementaires à l'initiative du sénateur, qui était d'ailleurs le rapporteur de la loi, M. Buffet. Juste pour vous indiquer que dans le document orange, page 37, vous avez le texte de la loi et l'extrait du rapport de la commission des lois du Sénat qui explique un petit peu les motivations, enfin les motifs sommaires. Et vous constaterez, c'est aussi un peu pour prolonger la discussion, que comme Marion le laissait entendre, il y a juste un cadre qui est fixé, mais absolument aucun régime légal sur la réinstallation. On pourrait même se demander si l'objectif n'est pas tout simplement d'avoir un fondement en cas d'éventuelle responsabilité de l'État français dans le cadre des missions qui seraient menées pour ces réinstallations. Autre aspect qui m'a semblé intéressant, c'est conclusion, asile discrétionnaire et exclusivement humanitaire, et elle a dit hors cadre Convention de Genève. Et donc effectivement, on peut s'interroger si tous ces éléments ne sont pas une sorte de mise à mort progressive, de mort lente de la Convention de Genève, qui est évidemment une question qu'on se pose aussi dans d'autres contextes. Alors, on poursuit. Alors, avant de présenter Laurence, des informations déjà pratiques, puisque la personne qui me succède pour l'après-midi, je crois, n'est pas là. Emmanuel, je ne l'ai pas vu. Cet après-midi, il y a l'annonce d'une pause café. Eh bien, vous en êtes déjà privé parce qu'il y aura un pot à la fin de la journée. Comment ? Il y aura là, j'ai dit, pause, mais pas café. Voilà, et pot à la fin. Et donc, on se quittera à 12h30 pour déjeuner, très librement, en termes de menu, d'horaire, mais à condition d'être là à 14h pour se retrouver. Alors, on poursuit avec Laurence Dubin, qui est professeure à l'école de droit de la Sorbonne, donc ici, qui est aussi membre du GISTI, et qui co-dirige un projet de recherche sur les camps et le droit avec des chercheurs de Nanterre, et ça devrait déboucher logiquement à l'apparition d'un ouvrage au cours du printemps. Voilà, donc on va parler des camps, dont vous vous souvenez tous, en tout cas pour les relativement anciens, que c'est un peu la genèse de Migre-Europe, puisqu'à l'origine, l'idée était de recenser les camps avant même de savoir sur quoi ça débouchait. Laurence, tu as 30 minutes. Merci beaucoup. Alors, mon sujet, le titre a été choisi par Claire Rodier, je pense. Mais je l'aime bien, mais il m'a donné l'occasion de me prendre quand même beaucoup la tête et de me manger le reste des ongles qui me restaient. Les effets invisibles de l'externalisation de l'asile, les camps. Je répète, les effets invisibles de l'externalisation de l'asile, les camps, avec un petit 1 pour invisible, entre parenthèses, puisque les camps peuvent aussi être un effet visible de l'externalisation. Alors, le sujet est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'il met en relation deux concepts qu'il faut évidemment définir, et on verra qu'après avoir défini ces deux concepts, le concept d'abord de camp et ensuite celui d'externalisation, la mise en relation de ces deux concepts est effectivement très intéressante et elle montre que, d'une part, l'externalisation, bien sûr, n'implique pas nécessairement la mise en place de camps, même si elle se trouve très facilitée, évidemment, par l'institution de ces camps, mais surtout, l'externalisation rend l'invisibilisation des camps, du dispositif des camps, indispensable
pour que cette externalisation ne soit pas assimilable finalement à une forme de déresponsabilisation, et je préfère ce concept, une forme de déresponsabilisation qui est tout à fait condamnable en droit international. Alors, pour vous expliquer cette démonstration, il est déjà nécessaire de définir tout d'abord les deux concepts. Alors, tout d'abord, le concept d'externalisation, il a bien sûr une vertu critique. Il vient effectivement, comme Claire l'a rappelé, du langage finalement militant, et il ne faut pas y voir un gros mot, et adopté donc en 2003, à la suite effectivement de la proposition de Tony Blair de créer des centres de transit et de traitement de la demande d'asile à l'extérieur de l'Union. Et ce concept donc d'externalisation permet, en tant que concept critique, il permet précisément de mesurer, d'analyser, de voir une politique européenne qui vise, de l'asile, qui vise finalement à la déresponsabilisation des États membres de l'Union. En fait, c'est un concept qui nous permet de voir si la politique européenne de l'asile porte finalement et amplifie le vice de l'exclusion. Donc c'est un concept qui est tout à fait utile, mais qui manque en revanche de vertu analytique sur le plan juridique. Alors, si après on regarde un peu la façon dont Claire a voulu définir le concept d'externalisation, elle le lie à celui de déresponsabilisation. Alors la déresponsabilisation, elle est plus évidente pour le juriste et elle invite donc tout d'abord à s'interroger sur les obligations qui incombe au départ aux États en matière donc de traitement de la demande d'asile, obligations dont ils souhaiteraient se libérer, et donc l'externalisation pourrait alors leur permettre de contourner, voire de violer le droit de l'asile ou les dispositions qui forment le droit de l'asile. Alors, si on doit donc commencer par diagnostiquer les obligations qui pèsent en matière de traitement de la demande d'asile, il faut commencer par rappeler une évidence qu'on peut regretter, mais on doit, à mon avis, partir de là. L'évidence selon laquelle il n'existe malheureusement aucune obligation générale qui s'impose à quelque État que ce soit, y compris lorsqu'il est parti à la Convention de Genève, d'accueillir sur son territoire des demandeurs d'asile pour traiter leurs demandes. La souveraineté migratoire est en effet intacte, elle n'a d'ailleurs pas été bouleversée par le récent pacte de Marrakech. La seule obligation qui s'impose aux États partis à la Convention de Genève, elle résulte en réalité d'un principe dont vous avez déjà entendu parler, qui est le principe de non-refoulement et qui est posé donc à l'article 33. Ce principe implique, pour faire court, que tout État parti à la Convention de Genève et qui exerce sa juridiction sur un demandeur d'asile ne doit pas refouler ce demandeur vers un État où il encourt des risques de persécution ou plus largement des traitements inhumains. Il reste que ce principe de non-refoulement fait l'objet d'interprétations variables, alors que certains y voient pourtant une norme impérative. Et j'aimerais rappeler les termes d'un ancien directeur juridique du HCR, Paul Weiss, qui date ces termes des années 70. Ce monsieur nous dit « Le principe de non-refoulement n'oblige aucunement l'État concerné à accorder une résidence, un refuge provisoire aux demandeurs d'asile. » Selon Paul Weiss, donc, dès les années 70, l'État peut toujours renvoyer vers une personne, un demandeur d'asile, vers un autre État qui l'accepte, à condition que cet État ne suscite pas des craintes de persécution à l'égard du demandeur d'asile. Alors, certains États, l'Union européenne, l'Australie, par exemple, se sont engouffrés dans cette interprétation, à contrario du principe de refoulement, en considérant qu'il leur est finalement tout à fait légalement possible de renvoyer des demandeurs d'asile vers des pays qu'ils considèrent comme étant sûrs et qui ont donné leur accord pour assurer ce traitement de la demande d'asile.
Cette interprétation du principe de non-refoulement, elle est contestable et elle explique surtout l'apparition d'une nouvelle génération de traités, non plus des traités de réadmission, mais des traités d'admission ou de transfert de demandeurs d'asile vers des pays tiers censés être sûrs. Alors on trouve une illustration de ce type d'accord d'admission ou de transfert de demandeurs d'asile avec précisément le dispositif australien dont on a parlé tout à l'heure, des centres dits offshore. Après avoir en effet passé 2 accords avec 2 États indépendants qui sont partis à la Convention de Genève, Nauru, ancien paradis fiscal, et la Nouvelle-Papouasie, pays que l'Australie considère comme sûrs. Après avoir passé ces 2 accords, tous les demandeurs d'asile qui souhaitent présenter leur demande en Australie, mais qui ne disposent pas de visa humanitaire et qui sont donc en situation irrégulière, sont destinés aux centres offshore qui sont installés donc à Nauru et en Nouvelle-Papouasie. Et nous voilà donc rentrés plus directement dans le sujet des camps. Il faut alors quand même déterminer et définir encore le concept de camp. Le camp est tout d'abord un dispositif devenu malheureusement banal de gestion des flux de réfugiés. Il est destiné à administrer un refuge provisoire, ou présenté comme étant provisoire, car on va voir que les camps peuvent durer dans leur institution. Il est destiné donc à administrer un refuge censé être provisoire pour des étrangers qui prétendent obtenir l'asile, c'est-à-dire qui prétendent avoir le droit de séjourner dans un État dont ils n'ont pas la nationalité, du fait de persécutions alléguées ou établies. Et donc le camp est une institution. C'est d'abord une institution qui résulte d'une absence collective de volonté des États d'accorder eux-mêmes un asile provisoire à des demandeurs d'asile. Le plus souvent, les camps sont tolérés par les États sur les territoires desquels ils sont institués, le plus souvent bien sûr au sud. Ils sont par ailleurs administrés par une institution, le HCR, qui est investi du mandat, comme vous le savez, de surveiller et de faciliter la Convention de Genève, article 35 de la Convention de Genève, mais qui est en réalité devenue la première institution gestionnaire de camps. À côté de cette figure classique du camp planifié par le HCR, sont apparues d'autres formes de camps qui ne sont aucunement associées à la figure du HCR. On a tout d'abord des camps qui sont administrés à la fois par l'Union européenne et par la Grèce. Je parle bien sûr des hotspots grecs, qui se sont avérés indispensables à la mise en place de la politique de relocalisation et de réinstallation des demandeurs d'asile. Je n'intégrerai pas les hotspots dans mon analyse parce qu'il ne s'agit pas de dispositifs extérieurs à l'Union européenne, mais il s'agit pourtant bien de camps. On a ensuite les centres offshore, donc administrés par l'Australie sur le territoire de Nauru et de la Nouvelle-Papouasie. Et puis on a ensuite des projets de camps qui sont discutés au sein de l'Union européenne. Alors on a eu effectivement les fameux centres de transit et de traitement qui ont été proposés par Tony Blair en 2003. Et puis maintenant on nous parle de centres de réception qui sont proposés dans le cadre d'arrangements régionaux qui sont actuellement discutés au sein de l'Union européenne. Donc on voit ici que la figure du camp se décline, se banalise, tout autant d'ailleurs que les expressions euphémisantes qui sont utilisées, hotspot, centre de réception, expressions euphémisantes qui sont bien sûr destinées à masquer la réalité. Donc, afin de capter la réalité des camps, et de ne pas se laisser bien sûr duper par toutes ces expressions, il est, à mon avis, très utile de proposer un concept de camp, un concept juridique de camp. Et pour cela, je propose de retenir 2 critères de ce qu'est un camp. Premier critère, le camp constitue un dispositif d'enfermement. Deuxième critère, le camp s'acquitte d'une fonction qui est tout à fait précise et qui consiste à catégoriser les encampés, ceux qui sont enfermés, afin de les destiner à un statut juridique hors le camp, à l'extérieur du camp.
Premier critère, le fait que le camp constitue un dispositif d'enfermement. Bien sûr, ce premier critère nous permet d'observer les camps au-delà de leur fonction affichée, qui est d'offrir un refuge humanitaire aux personnes que l'on souhaite protéger. En tant que dispositif, en effet, d'enfermement, il faut comprendre que le camp est destiné à contenir des flux. Il est destiné à contenir des flux et il est destiné à empêcher fondamentalement ceux qui l'abritent de franchir une quelconque frontière et donc de limiter, sous des degrés variables, bien sûr, les droits des encampés. Ce premier critère n'est pas démenti par le HCR. Il faut aussi là que je précise que le HCR ne souhaite pas proposer une définition juridique du camp. Il y a un évitement total de la question. Alors on trouve des débuts de définition en fait dans des documents du HCR qui ont été produits pour définir sa politique d'alternative au camp, parce que le HCR ne veut plus officiellement de camp. Et parmi l'un de ces documents un peu promotionnels, je dirais, du HCR, on peut lire que, sous sa plume, que la caractéristique définissant un camp planifié est un degré de limitation des droits et des libertés des réfugiés. Donc le HCR lui-même admet que le camp était un dispositif d'enfermement qui peut bien sûr priver les droits des encampés à des échelles variables. En tant que dispositif d'enfermement, le camp doit par ailleurs se distinguer des dispositifs pénitentiaires. Ces dispositifs pénitentiaires, pour reprendre les termes de Michel Foucault, ils sont bien sûr destinés à normaliser des comportements. Le camp, il ne vise pas à normaliser le comportement des encampés, on n'en est pas là. Il vise, et c'est le deuxième critère, à leur conférer un statut juridique, à les catégoriser, et donc à individualiser parmi le flux de réfugiés chaque personne pour lui destiner effectivement un statut. Alors, les statuts auxquels se destinent les encampés, au moins ceux qui sont encampés par le HCR, ils sont connus, Marion les a évoqués tout à l'heure. 3 solutions durables sont en effet proposées par le HCR aux encampés. Première solution, c'est le rapatriement de l'encampé dans son pays d'origine. Deuxième solution, c'est l'intégration du réfugié sur place, c'est-à-dire dans l'État sur le territoire duquel le camp est institué. Troisième solution, c'est la réinstallation par un État tiers. Alors on voit très bien que ces 3 solutions qui sont censées être durables, elles dépendent de la conjoncture, tout d'abord, du pays d'origine de l'encampé. Et puis elle dépend par ailleurs de la souveraineté migratoire des États tiers par rapport à cet encampé, puisqu'il va falloir effectivement trouver soit un État de réinstallation, soit réussir à convaincre l'État dans lequel le camp est institué d'intégrer les encampés et ainsi donc de les libérer. Et ces 3 solutions durables, qui conduisent donc à 3 statuts différents, bien sûr, elles peuvent se faire attendre. Il faut savoir que la durée de vie d'un camp planifié par le HCR, selon les informations du HCR, serait de, a priori, 11 ans. Donc, effectivement, les encampés ont le temps de croupir au sein d'un camp, à tel point qu'on peut considérer les camps, finalement, comme étant la 4e solution durable proposée par le HCR. 4e solution durable pour l'encampé, qui du coup se retrouve avec un statut juridique d'attente, celui de résident du camp, dépendant alors des aléas d'une charité humanitaire internationale qui peut être particulièrement rétrécie. Dans la perspective du coup de notre sujet, à savoir l'étude des camps en tant que dispositif d'externalisation, il me semble donc nécessaire de distinguer les camps qui sont planifiés par le HCR et les camps qui sont institués par des États, comme ceux qui sont administrés par l'Australie. Face à des camps, en effet, qui enferment des demandeurs d'asile qui n'ont franchi aucune frontière d'État du Nord ou qui n'ont été interceptés par aucun État du Nord dans des zones internationales, et qui sont administrés par le HCR, encore une fois, généralement au sud, très souvent au sud. Pour moi, il semble difficile de voir dans ces camps des dispositifs d'externalisation qui sont organisés par les États du Nord. Tout au moins,
si on lie le concept d'externalisation à celui de déresponsabilisation. En effet, lorsque les États du Nord financent massivement, et c'est le cas des camps qui sont gérés au sud par le HCR, ça n'est évidemment pas du tout à leur honneur, mais en faisant ça, ils ne se déresponsabilisent de rien. Ils ne violent aucune obligation. Le principe de non-refoulement dont je vous ai parlé au tout début n'est évidemment pas applicable. En fait, cette politique de soutien des États du Nord du dispositif des camps du Sud, elle offre à voir quoi? Elle offre à voir simplement une politique migratoire du Nord, de fermeture des frontières, qui est destinée à phagocyter entièrement l'applicabilité même de Genève sur le territoire des États du Nord. On tue Genève en soutenant évidemment des camps planifiés par le HCR. Et ces camps correspondent à la majorité du phénomène d'encampement aujourd'hui. Ces camps planifiés par le HCR sont limités par des contraintes juridiques très maigres. Puisque en réalité il découle d'un deal qui n'est pas du tout analysé juridiquement entre l'état d'accueil du camp et le HCR. Selon ce deal, l'état d'accueil du camp tolère la présence du camp sur son territoire, ne l'administrera surtout pas, n'offrira nécessairement pas non plus un statut pérenne aux réfugiés qui y sont encampés. Et autre partie du deal, le HCR se retrouve effectivement avec la tâche de gérer le camp et éventuellement donc de trouver un statut hors le camp. Alors on voit bien sûr que ces camps-là, planifiés par le HCR, peuvent s'avérer très utiles pour servir la politique de réinstallation dont Marion nous a parlé tout à l'heure, politique à laquelle participent bien sûr les États du Nord. Mais dans le cadre de cette réinstallation, et Marion l'a également dit, ce n'est plus Genève qui s'applique, ni les seuls critères de Genève, mais des critères effectivement de vulnérabilité, voire des critères économico-sociaux qui permettent finalement aux États de pratiquer une politique discrétionnaire de l'asile. Mais à la limite, là, ça ne change pas grand-chose. L'asile est toujours une politique discrétionnaire. Mais là, c'est une politique de l'asile discrétionnaire et quantifiée. Voilà. Tout autre est l'hypothèse, en revanche, des camps qui enferment des demandeurs d'asile à l'extérieur d'un État, dans le territoire duquel ils ont réussi à parvenir, ou qui ont été interceptés par les agents de cet État. Et cet État aurait ensuite délocalisé les demandeurs d'asile passés par son territoire ou sur lesquels il exerçait sa juridiction. Là, on se retrouve face à deux faits, conditions. Il y a eu franchissement de la frontière territoriale de l'État, où il y a eu un contrôle, une juridiction qui a été exercée par l'État sur le demandeur d'asile. Ces faits se sont passés, ils entraînent l'opposabilité à l'égard de l'État qui exerce sa juridiction sur le demandeur d'asile, ils entraînent l'opposabilité du principe de non-refoulement. Et là, alors, cet État n'est plus nécessairement libre de refouler ses demandeurs d'asile vers des États tiers, puisqu'il est effectivement redevable de l'application donc du principe de non-refoulement. Alors, certains États ne sont pas du tout gênés par le principe de non-refoulement. C'est le cas de l'Australie, qui a tenté de justifier juridiquement son dispositif d'enfermement, à savoir les centres offshore qui ont été créés à Nauru et en Nouvelle-Papouasie. Donc je vais analyser tout d'abord le dispositif australien, qui est très intéressant parce qu'il nous montre jusqu'où les États peuvent s'impliquer dans l'administration d'un dispositif d'encampement sans que les contraintes juridiques internationales ne les arrêtent vraiment et conduisent à la fermeture d'un dispositif qui est clairement attentatoire aux droits fondamentaux des encampés. Ensuite, on va analyser, puisque tout est permis en Australie, ou plutôt si l'Australie se permet tout, si ces centres offshore peuvent être considérés comme des cas d'école
ce serait bien, ou à l'inverse, s'il pourrait être envisagé comme finalement un laboratoire expérimental susceptible d'être dupliqué et amélioré par les autorités européennes. Alors la question, on doit se la poser, puisqu'on a eu effectivement des annonces récentes par la Commission d'intention de créer des plateformes de désembarquement. Et puis surtout, on a eu une ligne rouge qui a été franchie, à mon avis, historiquement dans l'histoire de l'asile en Europe. C'est bien sûr la création de hotspots grecs sur le territoire européen qui ne sont autres que des camps. Donc ça n'a pas gêné l'Union européenne que des camps existent sur son territoire, a fortiori. Donc ça ne la gênerait pas de créer des camps à l'extérieur du territoire européen. Et on va voir alors que le précédent australien des centres offshore montre que pour que ce dispositif soit dupliqué par l'Union européenne, sans tomber sous une censure des juridictions européennes, eh bien, il va falloir que le dispositif dilue le rôle des instances européennes et des États membres dans l'administration du camp. Et sans doute que le dispositif s'appuie, pour ne pas dire instrumentalise, le HCR, et donc on étudiera ce projet de plateforme de désembarquement. Alors tout d'abord, les camps australiens. J'ai plus beaucoup de temps, je sais pas. Alors, 8 minutes. Alors, je vais faire 4 minutes sur les camps australiens, 4 minutes sur le... Alors, à l'origine du dispositif australien, on a un événement qui défraie la chronique et qui n'est pas sans rappeler le refus de nos chers États membres d'admettre l'entrée sur le territoire de bateaux humanitaires chargés de migrants. Nous sommes en 2001. Le gouvernement australien refuse l'entrée sur son territoire du Tampa, qui était le nom d'un cargo qui transportait plus de 430 demandeurs d'asile. Et l'Australie décide alors de mettre en place la solution pacifique. Solution pacifique qui va conduire en 2003 à l'adoption de 2 accords avec donc Nauru et la Nouvelle-Papouasie pour instituer des centres de rétention offshore sur leur territoire. Les centres offshore sont destinés à instruire les demandes de tout demandeur d'asile en situation irrégulière se dirigeant vers le territoire australien. Premier élément. Deuxième élément, les camps sont destinés à stocker les réfugiés statutaires qui seront reconnus en tant que tels par Nauru et la Nouvelle-Papouasie sur la base de leurs propres droits et à partir de leurs propres procédures, mais en application de la Convention de Genève, puisque ces 2 États sont partis à la Convention de Genève. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la mise en place de ces camps, elle est révélatrice d'une politique migratoire australienne qui est parvenue à totalement phagocyter la politique d'asile, puisque cette politique migratoire et la politique d'asile de l'Australie est finalement entièrement focalisée sur la régularité de l'entrée sur le territoire des demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile qui se présente pour la première fois sur le territoire australien avec un visa humanitaire pourra déposer sa demande d'asile sur le territoire australien. Un demandeur d'asile en situation irrégulière, ce qui est le cas évidemment le plus fréquent, qui ne dispose pas d'un tel visa, lui, il est destiné au centre offshore. Alors, selon les chiffres, qui ne sont pas les chiffres du gouvernement australien, parce qu'on a une opacité totale du dispositif, mais les chiffres du Refugee Council, qui est une ONG australienne, on a eu plus de 3000 personnes qui ont été détenues dans ces 2 centres. Et aujourd'hui, en tout cas au 21 octobre 2018, on a encore 1278 personnes qui sont retenues à Nauru et à Manus. Il faut savoir que 415 personnes ont été réinstallées aux États-Unis, 495 personnes ont été reconnues réfugiés statutaires à Manus, donc en Nouvelle-Papouasie, et 541 ont été reconnus réfugiés statutaires à Nauru. Donc ils sont casés, ils peuvent rester là, ils sont stockés, ils ont le droit de rester 10 ans à Nauru. Et puis on a eu 7 personnes, dis donc, qui ont été reconnues réfugiés statutaires par Nauru et qui ont été réinstallées au Cambodge au titre d'un accord sur lequel dont on devrait parler beaucoup plus, un accord passé donc entre l'Australie et le Cambodge,
qui accrédite le Cambodge d'une somme de 40 millions de dollars en échange de l'admission des réfugiés statutaires de Nauru. Alors, ces centres offshore ont bien sûr fait l'objet de dénonciations multiples, malgré l'opacité qui est entretenue par l'Australie sur leur organisation et l'impossibilité de s'y rendre, puisqu'il faut payer un visa de 8 000 $ qui n'est pas remboursé si jamais on nous refuse le visa. Donc, on a des dénonciations massives, mais ce qui compte ici, ce qui m'intéresse par rapport au sujet, c'est l'argumentaire du HCR par rapport à ce dispositif. Le HCR a condamné à de multiples reprises le dispositif australien. Il a été auditionné par une commission, la commission des affaires légales et constitutionnelles du Sénat, du Sénat australien, qui a essayé de se battre un peu contre le dispositif. Et là, le HCR nous a sorti une note qu'on peut en fait retrouver très facilement, qui a été publiée en 2003 et qui s'intitule, vous allez voir, mon anglais est vraiment exquis, Guidance Note on Bilateral and or Multilateral Transfer Arrangement of Asylum Seekers. Donc c'est une note dépourvue de valeur juridique obligatoire, mais qui permet d'évaluer la doctrine du HCR sur tous les accords qui sont destinés au transfert de demandeurs d'asile et sur leur articulation avec le principe de non-refoulement dont le HCR devrait être bien sûr le garant. Qu'est-ce que nous dit cette note ? Tout d'abord, elle réaffirme qu'il n'existe pas de droit subjectif du demandeur d'asile à demander l'asile là où il le souhaite. Non, c'est pas possible ça. On ne demande pas l'asile là où on a envie de le demander. Deuxième élément, si le HCR nous dit le transfert des demandeurs d'asile est envisageable, mais alors il est préférable qu'il soit organisé par un instrument juridiquement contraignant, contestable et exécutoire devant un tribunal par les demandeurs d'asile concernés. Donc il nous prescrit ici un instrument conventionnel pour gérer le transfert. Troisième élément, avant d'être transféré vers un pays tiers, l'État qui est en possession des demandeurs d'asile et qui exerce sa juridiction doit garantir une première évaluation individuelle des demandes d'asile afin de garantir que le transfert de ces demandeurs d'asile n'est pas inapproprié. Inapproprié, pas illégal. Quatrième élément, l'accord de transfert des demandeurs d'asile doit satisfaire un certain nombre de préconditions quant au pays tiers qui acceptera donc le transfert, l'accueil sur son territoire des demandeurs d'asile. Tout d'abord, le pays tiers donc, qui admet le demandeur doit être capable de garantir le non-refoulement du demandeur d'asile, heureusement, donc ça, c'est la crainte effectivement d'un deuxième refoulement après le refoulement. Deuxième condition, le pays tiers doit garantir des procédures équitables et efficaces pour déterminer le statut de réfugié, ça veut dire être parti à Genève ou au moins avoir une protection équivalente. Troisième condition, le pays tiers doit garantir un asile provisoire, conformément aux normes internationales acceptées. C'est quoi les normes internationales acceptées ? Ce sont des standards humanitaires, encore une fois particulièrement rétrécis. Il faut des modalités d'accueil appropriées, un accès à la santé, à l'éducation et aux services de base, avoir des garanties contre la détention arbitraire. Et il faut que les personnes qui ont des difficultés particulières voient leurs besoins cernés et aidés. Bon. Quatrième condition, le pays tiers sûr, s'il reconnaît le demandeur d'asile, le pays tiers, pardon, parce que le HCR ne dit pas pays tiers sûr. Le pays tiers, s'il reconnaît le demandeur d'asile comme ayant besoin d'une protection internationale, doit être en mesure de lui faire bénéficier de l'asile, donc lui accorder le statut de réfugié, ou sinon de le faire accéder à une autre solution durable, donc trouver un autre pays de réinstallation. Alors il est très clair qu'au vu de ces conditions qui apparaissent donc dans le guide du HCR, que les centres offshore australiens ne remplissent pas du tout ces conditions. On n'a pas de procédure d'évaluation individuelle par l'Australie avant de les renvoyer. En tout cas, l'Australie ne communique rien là-dessus. Les demandeurs d'asile à Nauru, parce que je parle que de Nauru parce que Manus a fermé. Pas parce que ça a été condamné par la communauté internationale, parce que la Cour constitutionnelle de la Nouvelle-Papouasie a dit c'est quand même pas terrible. Hein. Donc le centre a été obligé de fermer. Mais à Nauru, c'est toujours ouvert. Donc Nauru, on sait que effectivement, ceux qui ont réussi à obtenir le statut de réfugié et qui sont à Nauru sont encore enfermés.
Et puis, non, évidemment pas de services de santé, d'éducation, les capacités de nos rues. De toute façon, c'est une île de 20 km² qui est complètement dévastée parce qu'elle a été exploitée pendant des années pour des mines de phosphate. Après, ça a été un paradis fiscal, et puis maintenant, les gens sont tout pauvres, obèses, parce qu'ils ont été très très riches à un moment, et puis tout d'un coup, ils sont tout pauvres. Et il y a des relations entre les réfugiés statutaires de nos rues et les locaux qui sont tout à fait désastreuses. Donc c'est pas évidemment une solution durable, et ça le HCR l'a dit. Donc on est face à un dispositif dont vous voyez très bien qu'il est scandaleux. Il s'est accompagné de violations massives. Il viole l'article 33, principe de non-refoulement de la Convention de Genève. Il viole l'article 31 de la Convention de Genève qui interdit de stocker indéfiniment des gens dans des centres fermés pour traiter leur demande d'asile. Mais malgré cela, malgré toutes ces violations, le dispositif demeure. J'ai oublié, et je vais le dire quand même, il y a évidemment des violations de la Convention sur les droits de l'enfant, puisque beaucoup d'enfants sont détenus également dans le centre offshore de nos rues, de manière arbitraire, encore une fois, et illimitée. C'est terminé. Alors, je vous parlerai après. Ah oui, bien sûr, on va le laisser. Est-ce que ce dispositif, avec les contraintes effectivement maigres que le HCR fait peser, pourrait être dupliqué donc par l'Union européenne? On en parlera un petit peu rapidement. Voilà.